Chaque semaine, on va essayer de retracer le chemin parcouru par nos chères consoles de salon, analyser les chiffres de vente, la concurrence USA-Japon, l'évolution des manettes, des graphismes, du marché, alors let's go! Tout commence dans les années 50 quand des étudiants essaient de porter différents jeux sur ce qui leur sert d'ordinateur à l'époque. Les dames, le tic-tac-toe et j'en passe. Les gens qui bossent là-dessus ne sont même pas conscients de ce qu'ils créent, voulant simplement s'exercer à la programmation ou amuser les collègues. Mais à partir de 1966, Ralph Beer travaille sur un prototype de jeu sur téléviseur. Il faudra attendre 1972 pour qu'un fabricant accepte de produire celle qui sera considérée comme la première console de salon à jeux interchangeables, la Magnavox Odyssey. Les manettes sont équipées de 2 potentiomètres et la console ne pouvant afficher que des carrés noirs et blancs utilise un calque à placer sur l'écran de la télé qui servira de décor. Un fusil sera même vendu séparément avec plusieurs jeux de tir. Les cartouches ne contiennent pas de ROM ou de mémoire morte, mais des circuits imprimés qui modifient l'architecture de la console pour générer les éléments à afficher. Une vingtaine de jeux sortiront sur ce support. À cette époque, le marché du jeu vidéo vient de naître et autant dire que c'est le Far West. Un certain Nolan Bushnell et sa société Atari copient le jeu Table Tennis de l'Odyssée pour le sortir en arcade. Procès il y aura pour plagiat et rapportera $100 millions à Magnavox. Ce qui est certainement plus que ce qu'a rapporté les ventes de la console en elle-même, écoulée seulement à 350 000 exemplaires. En 1976 sort la première console à processeur, mais également la première console couleur, la Channel F de Fairchild. Le processeur sera créé par Robert Noyce, l'inventeur des circuits intégrés en silicium, qui fondera ensuite la société Intel. La Channel F de Fairchild partait avec un sacré pédigré pourtant, et elle ne se vendra qu'à 250 000 exemplaires et ne comptera que 21 jeux. Un an plus tard, en 1977, les choses sérieuses commencent quand Atari se lance à son tour dans la console de salon à cartouche avec sa VCS, renommée 2006 en 1982 lors de la sortie de l'Atari 5200. Les développeurs s'en donnent à cœur joie, Atari rachète leur jeu pour une bouchée de pain et engrange les millions. Par exemple, Space Invader est acheté $11 000 à son créateur et rapportera 100 millions à Atari. Les développeurs ne sont pas cités et ne touchent rien sur les ventes de leurs jeux. Cette pratique conduira certains développeurs à créer leur propre studio et on verra apparaître les éditeurs tiers encore inexistants jusque-là. C'est comme ça que naîtra Activision en 1979. Les manettes évoluent également avec l'apparition du joystick qui s'adapte à différents types de gameplay et offre une certaine ergonomie. La VCS est le premier gros succès puisque la console se vendra à 30 millions d'exemplaires et 900 jeux seront publiés sur ce support, comme Space Invader, Pong ou encore Frogger. Mattel veut sa part du gâteau de ce nouveau marché juteux et lance en 1979 son Intellivision avec un processeur 16 bits, plus puissante mais aussi 2 fois plus chère que la 2600, pour une évolution graphique plutôt minime et une manette assez exotique. Vendue à 3 millions d'exemplaires, elle ne concurrencera pas vraiment la machine d'Atari. L'année 1982 voit sortir 2 consoles aux philosophies différentes, la ColecoVision, console puissante promettant l'arcade à la maison, et la Vectrex, console avec un écran intégré utilisant un affichage vectoriel en lieu et place des pixels utilisés par les autres systèmes. La Coleco connaît un succès d'estime, vue comme la Rolls des consoles, comme la Neo Geo pourra l'être plus tard. Vendue $400, elle s'écoulera à 2 millions d'exemplaires. 400 jeux seront publiés, ainsi qu'un module permettant de jouer aux jeux Atari VCS sur celle-ci, ce qui leur vaudra bien sûr un procès. Pour l'anecdote, Nintendo, qui n'a encore aucune console, sortira son hit d'arcade Donkey Kong sur la Coleco. La Vectrex, quant à elle, offre vraiment quelque chose de nouveau. Les vecteurs permettent des graphismes impressionnants et jamais vus avec des perspectives et effets 3D. Je n'ai pas trouvé le prix et les chiffres de vente, mais la rareté de la machine de nos jours me laisse penser qu'elle ne s'est pas écoulée par millions et que son écran intégré et sa technologie unique en font une machine onéreuse. À cette époque, les Américains ont le monopole des consoles de salon, mais les machines évoluent peu ou sont trop chères, les ordinateurs sont de plus en plus accessibles et puissants, et le manque de contrôle et la jeunesse du marché génèrent des jeux de mauvaise qualité qui finissent par nous amener au crash du jeu vidéo. Les ventes de consoles s'effondrent, les sociétés ferment, beaucoup pensent que l'ordinateur va remplacer les consoles et que celles-ci vont disparaître. Les causes du crash sont multiples, discutées et discutables, mais une chose est sûre, c'est que c'est une douche froide. Pourtant, cette première génération de consoles représente un marché de 35 millions de machines vendues, ce qui est plutôt pas mal pour un marché émergent. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire.